Bon, ici je vais voir les nombres complexes mais les nombres complexes peuvent s'écrire de différentes manières, hein. Donc on a différentes formes, la forme, ce qu'on appelle la forme exponentielle, hein, il y a la forme algébrique, il y a la forme polaire, etc. Bon, il y a différents types d'écriture de tout ceci, hein, et on utilise les nombres complexes généralement en électricité. Donc c'est un outil fondamental pour expliquer beaucoup de choses, notamment qui se jouent qui fait jouer la fréquence et donc le déphasage, hein. Donc c'est un outil, bon, on ne peut pas parler d'électricité sans avoir vu les complexes. Donc l'électricité électronique, bon, utilise fortement la notion de nombre complexe, notamment, je veux dire, en automatisme, dans les automatismes. Là, les complexes se font, je veux dire, très présents. Donc je vais voir les nombres complexes d'une forme canonique, forme euh, algébrique, canonique algébrique, à une forme canonique polaire. Donc, je vais voir ça. Les autres formes d'écriture des complexes, je les verrai en leur temps. Parce que l'exponentielle complexe est très utilisé aussi en électricité, hein. C'est EJFI. EJFI. Bon, mais ça, comme ça demande du développement ou des explications, je ne peux pas le voir tout de suite. Mais malgré tout, ce que je veux déjà voir dans un premier temps, c'est la forme polaire. La forme polaire. La forme polaire euh, d'un complexe qui s'écrit sous forme algébrique. Bon, ici, on est toujours donc dans un plan euclidien, et si je mets un point P, si je décide un point P dans le plan, bon, ça ne rime à rien. Il est où ce point-là? Je ne sais pas. Parce qu'un point, c'est infini. La notion de point dans un plan, ça rime à rien. Un point dans un plan, il est où? Pour savoir sa situation, c'est, en fait, encore une fois, il y a la notion d'infini, donc ce point-là, on ne sait pas le situer. On ne sait pas le situer euh, si je n'utilise pas un repère. Parce que c'est un plan, c'est un point. Donc on va dire, c'est un élément unitaire du plan, hein, qui se retrouve en un endroit, on ne sait où, dans le plan infini. Autant dire que pour ça, pour savoir ça, pour connaître sa situation, on est obligé de fixer ce qu'on appelle des repères. Voilà, je peux mettre un repère comme ceci. Bon, je vais jouer avec un repère orthonormé. Voilà. Donc, mais c'est vrai que là, ça m'embête un petit peu, un repère comme ceci. Parce que on aime bien d'avoir des repères horizontaux et verticaux pour mieux appréhender les choses. Bon, je ne vais pas mettre un repère ni comme ceci, ni comme ceci. Hein, déjà j'aurais pu mettre un repère qui ne soit pas orthonormé, hein. Voilà. J'aurais pu mettre un repère comme ceci dans le plan pour le repérer, mais l'idéal, c'est pas de mettre des repères n'importe comment, dans n'importe quel sens. Voilà, il faut quand même s'habituer à standardiser les repères, parce que sinon, si on ne standardise pas les repères, dans les écoles, quand ils feront des calculs, chacun aura des réponses différentes, hein. S'il y en a un qui, voilà, il faut prendre des repères orthonormés et dont l'axe horizontal est celui, soit ici dans mon tableau, sur mon tableau, il est parallèle à mon tableau, et sur une feuille de papier, il sera parallèle au bord du papier, et il sera parallèle de ce côté-ci au bord du papier gauche, et là au bord du papier bas. Voilà. Et si tout le monde a ça, et qu'ils mettent pour je veux dire, comment on appelle ça, l'unité choisie par le professeur, unité égale à 1 cm, et bien là, il faudra mettre une unité égale à 1 cm. Voilà, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un repère orthonormé. On a la même échelle en X qu'en Y. Voilà. Et l'axe horizontal s'appellera l'axe des X, et l'axe vertical, euh, l'axe des Y. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, et l'origine, c'est le croisement qu'on appelle généralement O, O pour origine, qui sera le 0, 0. Voilà. Et je place un point. Donc, c'est d'abord de placer, on ne place pas le point et puis le repère, non. On place un repère et puis je place mon point dans ce repère. Voilà. Il y a une nuance.
Maintenant, certains, par rapport à ce point-là, auraient pu placer le repère ici. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord placer le repère et point à point. Parce que si on place un repère, si on place un point et puis un repère, si je fais ceci, là le point était fixe. Hein. Là le point était fixe. Ben, qu'est-ce que je peux dire? Si le point est fixe, je peux dire que j'avais un repère là, il a changé. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle une translation. Voilà. Supposons qu'ils sont en 4. 4, 2, la nouvelle origine est ici. Le nouveau 0, 0 est ici, au prime. En prime qui est nouvelle origine, au prime qui est en 0, 0, et qui se trouve par rapport au repère ici que j'appelle R1, ça j'appelle le repère R2, mais il sera décalé en X par rapport à l'ancien repère de 4 unités et 2 unités en Y. Non. Mais ce P n'aura pas la même coordonnée, je veux dire, dans le repère R1 que dans le repère R2. Voilà. Donc je place des repères, et là après je situe un point dans le repère, donc je place un point dans ce repère-là. Donc le point P aura une coordonnée fixée sur le repère R1, par exemple, ici il sera en, si je mets le point P qui est situé aux coordonnées 2, 2, 2, 2 c'est par rapport au repère R1 bien sûr. Hein. Parce que par rapport au repère R2, le point P ne vaut plus 2, 2. Si je prends un nouveau repère, ben, je veux dire, il sera en X, il vaudra 2 moins 4. Voilà, parce que l'autre est décalé de 4 unités, bon, je dois faire 2 moins 4. Et en Y, il sera décalé de 2 moins 2. Voilà, ça c'est dans le repère R2. Le point P dans le repère R2. Donc comme il y en a 4 et 2, ben, il faut enlever de X, comme on fait une translation de 4 unités, il faut enlever 4. Quand on fait une translation de 2 unités en Y, ben, il faut enlever 2 en Y. Voilà, donc on enlève de l'ancienne coordonnée qui était 2, 2. D'abscisse 2, j'enlève 4 de translation de 4 unités vers la droite. Et là, en Y, j'enlève 2 unités. Et le nouveau point vaudra moins 2, 0. Effectivement, le point là étant moins 2, 0 pour le repère R2. Voilà. Bon, tout ça, c'est pour vous dire que le point P, fatalement, si je change de repère, il n'a pas les mêmes coordonnées. Et encore ici, je n'ai fait que des translations. J'aurais pu faire une rotation. Hein. J'aurais pu faire une rotation. Et là aussi, le point P va changer de coordonnées. Et je peux faire une rotation suivie d'une translation. Là, c'est encore pire. Il y a deux transformations. Voilà. J'aurais pu faire aussi une translation suivie d'une rotation, suivie d'un changement d'unité des axes. Hein, donc, d'un agrandissement de l'axe ou d'une réduction de l'axe. Donc, ça, c'est 3 transformations. On aura eu translation, rotation et, on va dire, une réduction, c'est une isométrie. Une isométrie. Réduction, agrandissement, ce sont des isométries. Ouais, des isométries. Pas confondre avec les homothéties. Ouais, non, isométrie, c'est justement une homothétie de rapport égal à 1. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc en fait, c'est une isométrie, c'est une homothétie particulière. Voilà. Mais les homothéties sont des agrandissements, réductions, et l'isométrie, c'est un cas de figure où le rapport d'homothétie vaut 1. Voilà. Donc en fait, on peut faire une translation, on peut faire une translation, une rotation, et en fait, suivi d'une homothétie de repère. Et le point P, qu'est-ce qu'il va faire le point P? Ben, le point P, on reste dans le plan, hein, on reste dans le plan. Donc, le point P, par rapport au nouveau repère, ben, il va subir toutes les transformations du repère, et donc, il va changer la coordonnée pour s'adapter au nouveau repère, par rapport à l'ancien.
de comment on reste dans le plan, ben, on a toutes les transformations du plan. C'est-à-dire ici, dans ce cas-ci, le repère peut faire une translation, rotation, une homothétie, etc., etc. Oui, parce que le rapport d'homothétie, c'est K. K est le rapport d'homothétie. K, s'il est plus grand qu'un, on a une réduction. Si K égale 1, on a, je veux dire, une isométrie. Hein, isométrie. Et si K est plus petit que 1, on a une réduction. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ici, le nombre complexe, bon, il faut d'abord parler d'un point, P, un point dans le plan. Et à partir de là, on peut définir, bon, on peut définir le nombre complexe. Bon, mais ça, j'ai parlé d'un repère, on va dire, orthonormé, on va dire cartésien. Cartésien. Qu'il faut apparaître des coordonnées, on va dire, rectangulaires. Ce sont les coordonnées x, y qui sont toujours rectangulaires. Pourquoi rectangulaires? Parce que si j'avais pris un axe comme ceci, mais là, on n'a pas des rectangles. Parce que, en fait, si je vais chercher un point, je devrais faire ceci et ceci. Donc j'aurai un point là. Si je prends un autre point, j'aurai une parallèle comme ceci, et puis une parallèle par rapport à l'autre axe. Voilà. Et là, on n'a pas de rectangle, puisque on aura des, je veux dire, des parallélogrammes. Des parallélogrammes, pas comment, parce que pour avoir des rectangles, il faut que on ait 90 degrés. Donc le parallélogramme doit avoir 90 degrés. Donc il faut que j'ai un repère orthonormé pour avoir des coordonnées rectangulaires. Sinon, si je prends pas 90 degrés, j'aurai des coordonnées, on va dire, pas en forme de parallélogramme. Donc ici, une coordonnée rectangulaire est toujours donnée, je veux dire, en x. Donc j'ai choisi un repère orthonormé. Hein. Orthonormé, j'ai choisi un point du plan, 0, 0, voilà. Je l'ai choisi orthonormé, donc perpendiculaire, et je le choisis orthogonal, et normé parce qu'il est norme. C'est-à-dire que ici, l'échelle ici est la même en x qu'en y. Si j'ai une unité égale à 1 cm, ben je dois avoir une unité égale à 1 cm. Si je prends unité égale 2 cm, je dois prendre une unité égale 2 cm en y. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, sachez qu'il n'existe pas forcément uniquement de repères il n'existe pas uniquement des repères orthonormés dans le plan. Il existe d'autres types de repères. Voilà. Il n'y a pas que le repère cartésien qui existe. Hein. Et donc il existe aussi le repère polaire. Hein, des repères qui existent aussi dans le plan. Le repère polaire, c'est par exemple un point est donné. Comment on va situer un point dans un repère polaire, mais il faut tout d'abord un axe qui est aussi parallèle pour des questions de pratique, pour des questions au bord de la feuille, au bord du tableau, au bord, voilà, qui est parallèle au champ de vision de la personne qui dessine ou qui regarde. Voilà, on n'est pas dans, on va dire, on s'arrange le moins possible à avoir une origine qui est, dire, voilà, on essaie d'avoir un repère, dire, une origine de repère qui est parallèle au bord du papier, voilà. Donc ici, j'ai l'origine O, voilà. Et pour aller jusque P, ben, je vais faire intervenir un angle. Un angle, bon, que je vais appeler par exemple phi. Voilà. Pour aller de l'origine du repère, hein, du repère polaire, l'origine du repère, il faut toujours une origine parce qu'il faut toujours situer quelque chose par rapport à quelque chose. C'est toujours par rapport à une référence, toujours. Il y a toujours un système de référence. Hein. Bon, sinon, dans le plan, on est perdu. Un point situé dans le plan, on est dans l'infinitude, où on est, je ne sais pas où on est. Donc, il faut une référence. Par exemple, quelqu'un qui habite dans un village, ben, il va en vacances. Il va en vacances. Il va dans un pays, bon, on va dire chrétien. Bon, il va dans un pays chrétien. Il atterrit chez de la famille en vacances, en tant que touriste, il visite sa famille, en tant que touriste, il va voir la famille, et il tombe dans un village. Mais lui, il ne connaît pas le village, il n'a jamais été. Alors comment il va se repérer? Ben, il va voir, par exemple, l'église. Il va reconnaître, il va regarder l'église, il va mémoriser l'église, comme quoi l'église est un repère pour lui. Donc quand il va un petit peu s'égarer du village, ben, il va essayer de savoir que bon,
sa famille habite près de l'église du village. Donc son point de repère, c'est l'église du village. Puis, au fur et à mesure qu'il va s'étendre, je veux dire, voilà, il va commencer à prendre des points de repère. La boulangerie, ça c'est le cas aussi d'un nouveau venu dans une nouvelle ville ou dans voilà, il va prendre ses points de repère. Ses points de repère, ça va être d'abord, je sais pas moi, l'église, si c'est un chrétien, la mosquée, si c'est un musulman ou un juif, si c'est, comment on appelle ça, euh, une synagogue, etc. Il va prendre des points religieux, bon, qu'on retrouve assez souvent, je veux dire, hein, s'il est chrétien, musulman ou juif. Voilà, à partir de là, il peut avoir ses points de repère par rapport à des lieux de culte, voilà. Voilà, où il peut rencontrer des gens déjà là-bas. Il peut avoir comme point de repère, quoi, des boulangeries, des magasins, des écoles, des administrations, je veux dire, beaucoup de choses, un métro, l'arrivée d'un métro, l'arrivée d'une gare, tout ça peuvent constituer pour l'être humain, je veux dire, des points de repère. Points de repère dans l'espace terrestre. Parce que maintenant, dès le moment où on sort de l'espace terrestre, il faut d'autres points de repère. Ben là, ce sont les planètes. Telle planète est connue, c'est le Soleil. Telle planète est connue, c'est la Lune. Maintenant, si on va très loin, il faut connaître les planètes qui sont très loin. Parce que voilà, si on prend un vaisseau spatial quand on va dans l'espace, bon, hein, si on s'égare de trop, mais si on n'a plus de points de repère, on ne sait plus ce qu'on est. Hein. Là, on est complètement perdu dans l'espace. Hein. Voilà, donc en fait, dans l'espace, il faut des points de repère aussi. Telle planète, je connais, c'est le Soleil là-bas. Mais si on est sorti du système solaire, bon, le problème, c'est que, bon, hein, si on ne voit plus le Soleil, on est perdu dans l'univers. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, donc il faut des points de repère. Ici, c'est un peu la même chose, c'est un point dans le plan, c'est dans l'infinitude. Et dans l'infinitude, un point, il est perdu. Donc il faut une référence. On se met une référence. À partir de là, on sait bien que, ça, on connaît. La référence, l'axe de référence est connu. Ici, c'est un repère polaire, attention, j'ai mis en vert repère polaire. Et donc, à partir de là, à partir de ma référence, ben, je calcule l'angle de déphasage. Enfin, l'angle... enfin, pas que je calcule, mais il y a un certain angle polaire, ce qu'on appelle un angle polaire. Par rapport à quoi? Ben, à l'origine du repère polaire. Hein, bon. Voilà. Et ça ne suffit pas, parce qu'il ne suffit pas de dire ouais, j'ai tourné d'autant, hein, parce que par rapport à l'origine de l'axe polaire, il est là, on le voit, il est en vert, O, je l'appelle O. Par rapport à l'origine de l'axe polaire, ben, si je sais bien que j'ai une certaine distance, on va appeler ρ, et ρ c'est ce qu'on appelle le rayon vecteur, le rayon polaire, pardon, je m'excuse, rayon polaire. Ouais, parce qu'il y a une analogie avec les vecteurs. Hein. Hein, ici, je suis en repère polaire. Attention, hein, je suis en repère polaire. Je n'ai pas dessiné un vecteur, hein, parce que le vecteur, c'est un peu la même chose. Le ρ, ce sera la norme du vecteur. Hein. Vous aurez compris ça. Et, là, et le phi, ce sera par rapport au vecteur. Si j'avais dessiné un vecteur, parce que je ne sais pas dessiner un vecteur, si j'avais dessiné un vecteur, mais le phi, c'est l'angle entre l'axe d'origine et le vecteur. Voilà. Donc vous voyez qu'un angle, c'est toujours par rapport à une référence. Il faut toujours mettre un angle par rapport à une référence. Parce que l'angle, c'est déjà la base, la mesure entre deux demi-droites. Ben, on ne saurait pas mesurer un angle avec une seule demi-droite. Hein. Donc il faut absolument que je mette, pour avoir un angle, il faut l'écartement entre deux demi-droites. Mais là, si j'ai un rayon polaire, j'aime pas parler de rayon vecteur parce que c'est pour autre chose, je m'excuse. Je joue pas avec les vecteurs, quoique il y a des similitudes énormes. Moi, je joue avec un repère polaire aussi. Donc, voilà, des similitudes énormes. Bon, je n'aime pas parler de vecteur ici, parce que je n'ai pas dessiné un vecteur. Je n'ai pas dessiné un vecteur U, comme ceci, avec voilà, une flèche. Je n'ai pas dessiné ça. Donc, ici, moi, j'ai dessiné une distance, un rayon polaire. J'ai dessiné un rayon polaire. Voilà. Et ce rayon polaire, dès le moment où je le dessine, ben, ça constitue, je veux dire, le rayon polaire est sur un support qui est une droite. Hein. On va mettre il est sur un support qu'on peut dessiner une droite. Voilà. Voilà. Et la référence de l'axe polaire ici est sur une droite aussi. Et ces deux droites, ben, fatalement, ont un écartement, ils ont un point d'intersection qui est le sommet de, voilà, où je peux mesurer un angle par rapport. Je peux mesurer un angle parce que ces deux droites ont un sommet en commun. Et donc je peux mesurer l'angle entre. Donc en fait, il y a une séquente. Enfin, il y a un point d'intersection, puisque les deux droites sont séquentes, donc je sais mesurer
l'angle. Et ça, c'est le sommet de l'angle. Et donc, j'ai bien l'écartement entre deux droites. Et donc là, j'ai bien l'angle phi. Voilà. Donc, j'ai bien un angle polaire et j'ai bien un rayon polaire. J'ai un rayon polaire ici. Voilà. Qui mesure une certaine mesure avec une unité de longueur. Il a une unité de longueur comme dimension, alors que le phi, il a une unité d'angle. Voilà, unité de longueur. Donc, contrairement à x et y, bon, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs, voilà. Les valeurs x et y sont deux valeurs. Alors qu'ici, bon, le rho, c'est une valeur, mais le phi, c'est une valeur, mais en fait, c'est pas les mêmes unités. Voilà. X et Y, en fait, on peut mesurer en unité de longueur. On a une unité de longueur et une unité de longueur. En fait, 2, c'est quoi? Ben, c'est par rapport à l'échelle. Hein. Si une unité mesure 2 cm, ben, si j'ai 4 unités, mais 4 unités vont mesurer 8 cm géométriquement parlant. Géométriquement parlant. Voilà. Si je devais le dessiner, 4 unités, il faut que je dessine 8 cm. Donc, si je fais une association, je veux dire, repère d'unités vers le plan, mais vers le plan, j'aurai des mesures en centimètres. Donc, c'est bien, si j'ai deux unités, si une unité mesure 2 cm, si je fais une association sur le plan, ben, j'aurai 2 cm en x, et si le y vaut 2, ben, j'aurai 2 cm en x et 2 cm en y, au niveau du dessin. Donc c'est bien une association hein, d'unité de longueur hein, sur le plan. Donc, mais par contre, le rho voudrait une certaine unité de longueur sur le plan, hein, qui est un rayon polaire qui se mesure en unité de longueur, et le phi en unité d'angle, qui est bon, le radian ou le degré. Voilà. Bon, ceci étant dit, c'est pour vous dire qu'un point P, c'est toujours dans un repère. Et que si on va jouer avec deux repères, puisqu'on va partir de la forme canonique algébrique, on va l'associer à la forme polaire canonique. Forme canonique algébrique à la forme canonique polaire. Et que le polaire, bon, ici c'est quoi? Ici, vous aurez compris que ici, on a un couple de valeurs, hein, x, y. Voilà, x et y. Alors qu'ici, on a un couple rayon polaire, angle polaire. Voilà. Et comment peut-on voir les choses? Mais si j'ai un point P, on dit que la référence ici, bon, la référence, on a fait tourner un point hein, par rapport à l'origine du repère pour le faire atterrir en P avec un angle phi et un rayon vecteur. Donc en fait, c'est comme si on avait fait tourner, je veux dire, voilà, on avait fait tourner un point, voilà, pour le faire venir en P. Voilà. Donc il aura un rayon polaire hein, et un angle polaire. Donc on a fait tourner un point de l'origine vers d'un angle phi pour le faire atterrir en P. Et en P, bon, j'ai un certain angle phi et j'ai un rayon vecteur, voilà, qui est rho. Un rayon polaire. Bon, alors ici, ça va donner quoi? Dans le nouvel axe, XY, X, enfin, dans le nouvel, oui, dans le nouvel, si je passe du polaire, ici, je suis en train de faire une transformation, j'ai considéré un axe polaire, je vais revenir vers l'axe algébrique. Voilà. Et l'algébrique, ça va me donner quoi? Ben, un X et un Y bien donné. Bon, pour éviter l'amalgame avec le X là et le X là, le Y là et le Y là, je vais appeler ça A et là une valeur B, parce que ce sont des valeurs. Donc ici, je dois changer, je vais passer d'une valeur, c'est un couple de valeurs AB vers, voilà. Et donc, là, il y a bien un complexe. Pourquoi y a-t-il un complexe? Ben parce que c'est un couple de valeurs. Un couple de valeurs définit un complexe, en fait.
Et cet axe-là ne s'appellera plus l'axe des X et des Y, parce qu'on est dans un autre espace qui n'est plus l'espace des réels. On n'est plus dans R. On est au-delà de R. On est dans un nombre, dans un espace complexe. Voilà. Et l'espace complexe reprend deux réels. Deux réels. On n'a pas vu ça en fait. Voilà, donc je peux plus appeler ça X et Y, puisqu'on n'est plus dans les réels. On n'est plus dans R. On est dans. Si on est toujours dans R, mais on est au-dessus de R. On est toujours. On est au-dessus de R. Au-dessus. Et au-dessus de R, ben, c'est un espace complexe. Voilà. Où on introduit, on peut rentrer deux nombres réels. Voilà. Et donc si je suis plus dans R, ben, je peux plus appeler ça X, la Y. Bien, ici, je vais l'appeler la partie réelle. Si j'appelle par exemple le nombre complexe, je vais l'appeler, hein, je vais le nommer maintenant. En algébrique, un nombre complexe écrit A plus BJ. Voilà, en algébrique. Ouais, il y en a qui notent ça comme ça. Z de AB. Voilà. C'est formé de deux couples AB, mais le B, c'est là, c'est la partie réelle de Z, et là, c'est la partie imaginaire de Z. Donc voilà. En d'autres termes, l'imaginaire de Z, c'est BJ. Voilà. C'est comme si on avait Z égale A. Ouais, mais il est là. A, BJ. Voilà. L'imaginaire pur, il est là. Et la partie, enfin, le réel, il est là. Le réel et le réel pur et l'imaginaire pur, si vous voulez. Voilà. Et le complexe, c'est un réel plus un imaginaire pur. Ce qui fait un nombre complexe. Donc il est constitué de deux réels, A et B, mais en plus de ça, multiplié par un nombre complexe, J, qui est, le J, c'est racine de moins 1. Voilà. Le J, c'est racine de moins 1. Or, on sait bien que dans les réels, racine de moins 1, ça n'existe pas. Voilà. Donc là, on voit bien que A, c'est bien un réel. Hein. A appartient à R. B appartient à R. Voilà. Mais B fois J, ouais, en fait, A et B sont bien deux réels. Hein. A et B sont bien deux réels. Qu'est-ce qui fait le complexe? Ben, c'est le J. C'est B fois J. Ouais. Regardez, A appartient à R. Le B, il appartient à R, fatalement. C'est deux réels. Hein. On est bien dans R. Hein. Là, c'est deux couples de réels. Mais dès le moment où B, je l'associe au J, et J égale racine carrée de moins 1, là, il n'est pas dans R. Ouais, je vais faire convenablement pour bien comprendre, parce que sinon, c'est vrai que ça peut échapper à des personnes. Voilà, je réécris en forme canonique algébrique. Donc, un nombre complexe écrit A plus BJ. Bon. Le A, je prends dans R. Voilà, là, on est dans R. Hein. Le B, ben, je le prends dans R. Voilà. Mais s'il n'y a pas d'ambiguïté, un nombre complexe, Z, si on sait bien que c'est un nombre complexe, ben je peux écrire AB. Voilà. On sait bien que c'est un nombre complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai écrit ceci. Il n'y a pas d'ambiguïté. On sait bien que Z est un nombre complexe. Donc le premier sera le nombre réel pur, et B sera associé à J pour faire le complexe. Voilà. Ceci, c'est ce qu'on appelle un imaginaire pur. Et ça, c'est un nombre réel. C'est un nombre réel pur. Là, il est réel pur. Là, c'est un nombre imaginaire pur. Ouais, mais l'imaginaire, comment je l'ai obtenu? Ben, l'imaginaire, pour l'obtenir, j'ai dû sortir de R en faisant fois BJ. Et là j'ai formé un nombre complexe. Voilà. Parce que J étant un nombre complexe, J appartient, si J appartient au nombre complexe, ben fatalement, BJ, c'est un imaginaire pur, il appartient au nombre complexe, et donc A plus BJ appartiendra d'office à C. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et J, comme j'ai expliqué, c'est un vrai nombre complexe, hein, parce que c'est racine carrée de moins 1. Racine carrée de moins 1 n'existe pas dans R, hein, mais il existe dans C. Voilà. Et si je fais B fois racine de moins 1, mais je retombe dans les complexes, alors que B est un réel. Voilà, ça faut bien comprendre. Bon, maintenant, ceci étant dit, il y a différentes formes d'écriture.
Z, il n'y a pas d'ambiguïté si je peux écrire ceci ZAB, sachant que Z est un nombre complexe, B sera BJ pour avoir l'imaginaire pur. Et à ce moment-là, j'associe A plus BJ pour avoir le complexe, un complexe, un complexe pur. Ouais, parce que dès le moment où il y a BJ, c'est un complexe pur. Hein. Tout nombre est complexe. Hein. Parce que les nombres complexes incluent tous les nombres, hein, puisque R inclut tous les nombres, mais si tous les nombres sont inclus dans C, tous les nombres sont des complexes en fait. Donc si j'écris, ne fût-ce que Z, j'écris ceci, Z égale A, mais Z égale A c'est un réel, mais c'est aussi un complexe. Hein, c'est ZA plus 0J. Voilà. Mais A sera un réel pur et un complexe. En même temps un complexe, mais un réel pur. Voilà. Donc tout nombre réel, tout nombre entier, à virgule ou pas virgule, ou décimaux ou pas décimaux, ou ce qu'on veut, racine carrée ou pas racine carrée, sont des nombres complexes à la base. Tous les nombres sont complexes, parce que le complexe, c'est le dernier ensemble qu'on retrouve, je veux dire, qui englobe tous les ensembles. Donc fatalement, qu'on prenne n'importe quel nombre, ben, il fait partie des nombres complexes. Mais les complexes, on en parle uniquement quand on a l'usage, parce que quand on n'a pas l'usage, ben, on oublie cet ensemble-là. On préfère parler de R, parce que le fait de parler de Z inclut, je veux dire, toute une mathématique spécifique relative au complexe. Donc, fatalement, on retombe dans un univers. C'est comme si on se trouve dans un univers, mais, hein, je veux dire, on se retrouve dans un sous-univers de l'univers. Mais quand on va appréhender ce qui est juste au-dessus de l'univers, hein, ah ben, qu'est-ce qu'on on tombe sur toute une science qui fait que, bon, cette science, on ne l'utilisera que quand on en aura l'utilité. Voilà. Donc, les nombres complexes, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que bon, quand on n'en a pas l'utilité, ben, on parle dans R. Mais quand on en a l'utilité à ce moment-là, on parle dans, dans ces... Et moi, comme je vois de l'électricité à travers la fréquence et les déphasages, je suis obligé de voir les nombres complexes. Je suis obligé de parler de ces nombres complexes et de leurs propriétés et comment les calculer. Parce qu'on va faire des calculs énormément de complexes. Donc, si je fais des calculs de complexes, j'ai intérêt à savoir les propriétés des nombres complexes. Voilà. Voilà, propriété de nombres complexes, et il y en a fameusement. Donc, il faut connaître la science des nombres complexes. Voilà. Moi, j'en ai une utilité pour, je veux dire, comment on appelle ça, le calcul qu'on va faire sur les circuits. Quand je ferai des vidéos sur le calcul de circuits, j'aurai besoin de nombres complexes. C'est pour ça que je vois les nombres complexes, c'est pas pour n'importe quelle raison. Donc ici, j'ai Z égale A plus BJ, donc tout nombre est un nombre complexe. Bon, on va dire ça comme ça. Alors, revenons à nos moutons. Oui, ça c'est l'écriture. La forme algébrique, je peux écrire Z de AB, qui veut dire Z, s'il n'y a pas d'ambiguïté d'écriture, sachant qu'A et B sont des réels purs, mais en fait on a Z égale A plus BJ, c'est ce que ça veut dire. S'il n'y a pas d'ambiguïté, hein, s'il y a une ambiguïté, vous réécrivez ça comme ça. Mais sinon, s'il n'y a pas d'ambiguïté, en écrivant AB, ben on sait bien que c'est A plus BJ. Bon, maintenant, on va l'écrire sous forme polaire. Bon, sous forme polaire, le Z, c'est toujours Z. Voilà. Alors, pour ça, j'ai besoin de la trigonométrie, puisque en fait, le A, il est là. J'ai besoin du ρ et du phi pour exprimer le A. Comment je vais faire? Là, on sait bien que c'est de la trigonométrie. C'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent qui fait A, l'hypoténuse qui fait ρ, voilà, est égal à côté... Ça, c'est là le cosinus. Cosinus phi. Cosinus phi, c'est A sur ρ. Mais le sinus phi, je ne sais pas si on voit, ouais. Le sinus phi, alors, donc cosinus phi, c'est A sur ρ. Côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, cosinus phi est égal à A sur ρ. Et vous comprendrez que aussi, sinus phi, c'est égal à quoi? A, B sur ρ, fatalement. Si ce n'est pas le côté adjacent sur l'hypoténuse, ce sera le côté opposé sur l'hypoténuse. Et le côté opposé, ben, c'est B. C'est B. Donc, B sur ρ, c'est cosinus phi. Voilà, je sais pas si on avait. Ouais. B sur ρ, c'est sinus phi. B sur ρ, c'est sinus phi. Voilà. Mais avec ça, ça peut m'aider. Puisqu'en fait, ici, qu'est-ce que je peux dire avec ça? Ben, que A, c'est ρ cosinus phi. Et que B, c'est ρ sinus phi.
Donc ici, il suffit d'écrire ρ cosinus phi plus B. B, c'est ρ sinus phi. Voilà, fois J. Mais généralement, le J, bon, dans ce cadre d'écriture, conventionnellement, on l'écrit ici. Hein. On peut l'écrire là, bon, ça change rien, mais bon, généralement, on le met là. Rho J sinus phi. Voilà. Je peux même encore l'écrire autrement. Si je mets ρ en évidence, j'aurai quoi? Z égale quoi? Rho cosinus phi plus J sinus phi. Voilà. Donc ici, le Z, je peux, tout comme ici, en polaire, sous la forme polaire, je peux tout simplement l'exprimer en fonction de ρ et de phi. Voilà. Si je mets ρ et phi, ben, j'ai cette écriture-là. C'est un peu la même chose que tout à l'heure, avec A et B réel, ben, j'ai cette écriture-là, s'il n'y a pas d'ambiguïté, et si j'ai ρ et phi, s'il n'y a pas d'ambiguïté, en fait, ça exprime l'écriture-là. Il n'y a pas d'ambiguïté, attention, parce que s'il y a une ambiguïté, vous écrivez tout. Hein. Bon, maintenant, encore une autre écriture de cette écriture-là, ben, c'est de se dire, bon, une nouvelle notation, hein, s'il n'y a pas d'ambiguïté, ben, on peut écrire que c'est ρ. Et ceci, cosinus J sinus phi, c'est CJS phi. Voilà. Ça, c'est la forme polaire, donc, du nombre complexe. Alors que là, c'est la forme canonique algébrique, et ça, c'est la forme canonique polaire, ρ 6 phi. Qui veut dire tout simplement ρ cosinus phi plus J sinus phi, tout simplement. Donc, quand vous voyez ici, maintenant, si le nombre complexe s'appelait non pas J, mais si I valait racine carrée de moins 1, à ce moment-là, là, je mets BI, hein, bon, ça changerait. Hein. Ici, j'aurais I, là, j'aurais I, là, j'aurais, là, j'ai I, et là, j'aurais I, 6. Ouais, ça dépend, si vous appelez votre nombre complexe, ce sera CJS, ou si vous appelez avec I, c'est CIS. Bon, là, ça changerait, hein. Ça change rien du tout. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme polaire du nombre complexe. Et ça, c'est la forme algébrique du nombre complexe. Voilà, pour pas être trop long, je vais arrêter ici parce que je vais voir les propriétés, je veux dire séparément. Voilà, voilà. Donc ici, forme algébrique Z égale A plus BI, forme polaire Z égale ρ 6 phi. Ρ 6 phi. Bon, on peut écrire un nombre complexe, je veux dire, sous forme algébrique, s'il n'y a pas d'ambiguïté AB, et s'il n'y a pas d'ambiguïté ici, sous forme polaire ρ phi. Ou AB, c'est quoi? Ben, c'est les coordonnées rectangulaires du point P. Point P. Euh, qui représente le. OP représente le vecteur Z. Enfin, OP représente. P représente, je veux dire, ouais. P est associé, je veux dire, au complexe. Voilà. P est associé au complexe Z. Le point P est associé au complexe Z de coordonnées rectangulaires AB. Si on est dans un système de repères cartésien, mais de coordonnées polaires ρ qui est rayon polaire et phi d'angle polaire, si on a fait une rotation d'axe polaire d'une certaine origine vers le P. Et le P va donner, bon, voilà, on aura le P en coordonnées polaires, ρ phi, et si on associe en nombre complexe, mais on aura ceci. Z égale ρ 6 phi, qui est le point P en fait, mais donné sous forme de nombre complexe. Voilà. Et encore une fois, ici, est-ce que phi est un nombre complexe? Ben non, phi c'est un angle bon, qui est donné, je veux dire, en radian, phi est un nombre réel. Hein. Voilà, phi est un nombre réel, phi est un nombre réel, ben, phi c'est le même, c'est des nombres réels. Hein, sinus phi c'est aussi un nombre réel. Ce qui va faire cosinus phi c'est un nombre réel. Rho fois cosinus phi, rho c'est un nombre réel. Cosinus phi c'est un nombre réel. Rho cosinus phi, ben ça, la partie réelle elle est là. Et I sinus phi, enfin, ρ sinus phi, c'est aussi un nombre réel.
pour qu'il soit complexe, il faut multiplier par i. Pour qu'il soit complexe pur, il faut que rho sinus phi, qui est réel, je multiplie par i qui vaut racine moins 1, qui lui appartient au complexe. I est un complexe. Si je fais i fois le nombre réel, ben j'ai un nombre imaginaire pur. Et ce nombre imaginaire pur additionné à un nombre réel, ben j'ai un complexe. Voilà. Qui appartient au nombre complexe, bien sûr. Mais comme je l'ai expliqué, même si j'avais pas le i, j'ai quand même un nombre réel. Et les nombres réels font partie des nombres complexes. Parce que les nombres complexes englobent tous les nombres. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais le vrai pur complexe, il est là. Hein. Il n'y en a qu'un seul en fait. Le vrai pur complexe, c'est celui-ci. C'est le i, hein, qui vaut racine moins 1. Et puis après, on multiplie un nombre, enfin l'imaginaire i pur par un réel. Ça donne, au bout du compte, ça donne quand même un complexe. Hein. Parce qu'un réel, c'est voilà, fait partie des complexes, mais si je veux l'imaginaire pur, c'est i. Voilà. Même si le réel fait partie de nombres complexes, l'imaginaire pur, c'est i. I, il est vraiment en dehors des réels. Alors que rho sinus phi, il est dans les réels. Voilà, pour dire ça comme ça, rho sinus phi, il appartient à R. Voilà. Mais R est inclus dans C. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Voilà. Rho sinus, je ne tiens pas tout compte du I. Hein. Rho sinus phi appartient à R, qui est inclus dans les complexes. Voilà. Par contre, I, il appartient directement à C. Il est dans C. Il est dans C. Voilà. Maintenant, si je fais ρ I sinus phi, mais ρ I sinus phi, c'est un réel qui est inclus dans les complexes, fois I qui est un complexe, donc ici on aura dire, un nombre complexe pur. Donc on aura I appartient à C. Du fait que j'ai multiplié par I. Voilà. Il n'est plus réel, parce que je multiplie par I. Je fais intervenir du I, donc il n'est plus dans les réels, mais il est au-dessus des réels, c'est-à-dire au-delà des réels, donc c'est dans les complexes. Voilà. Donc, ρ I sinus phi est au-delà des réels. S'il est au-delà, il n'est plus réel. Il est complexe. Donc, quand on a un nombre complexe, il n'est plus réel. Par contre, un nombre réel est un complexe. Hein. Bon, pour bien montrer ceci, pour bien faire comprendre ça, là, ici, j'ai les réels. Voilà, les complexes. Si je dis A, Z égale A plus BJ, le A, il est comment? Le A, il est réel. Le B, il est comment? Ben, il est réel. Voilà. Le J, mais le J, il vaut racine de moins 1. Voilà. Là, il est en dehors des réels. Donc il est dansé. Mais attention qu'AB est dansé aussi. Hein. A, B appartenant au réel, qui est inclus dans l'ensemble des nombres complexes. C'est ça que je veux dire. Voilà. C'est ça que je suis en train de me tuer à faire comprendre, c'est que AB appartiennent à R, mais sont inclus dans C. Donc c'est quand même des complexes. Les réels, c'est des complexes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, le J tout seul. Mais le J tout seul, il appartient à C, purement à C, mais il n'appartient pas à R. Parce qu'il est en dehors des réels. Il est en dehors. Il n'appartient pas au réel, mais il appartient à C. Voilà. Maintenant, si je fais BJ, mais BJ, d'office, comme je fais fois J, ben, il appartient au complexe, donc il n'appartient plus à R. C'est ça que je veux dire. Voilà. C'est ça que je veux dire. Mais maintenant, pour représenter Z égale A plus BJ, ben, je peux représenter ça comme ça s'il n'y a pas d'ambiguïté. C'est ce que j'ai dit. Je prends deux réels, mais on sait bien qu'on associe un J à B. Parce que ça, s'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est Z égale A plus BJ, en écrivant AB. C'est une forme d'écriture, je veux dire, simplifiée, une notation. AB, ça veut dire A plus BJ. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Hein. AB, donc j'ai pris deux réels, mais en vérité, ça veut dire que j'ai fait A plus BJ, donc j'ai introduit un complexe J avec B. Ça fait, si J est complexe, BJ est complexe, donc fatalement, A plus BJ est un nombre complexe pur. Avec BJ qui est un imaginaire pur. Voilà. Et ça, l'écriture polaire, c'est ρ 6 phi qui veut dire ρ cosinus phi plus j sinus phi. C'est une forme d'écriture que j'aurais pu écrire aussi. S'il n'y a pas d'ambiguïté, encore une fois, ρ phi.
Voilà, s'il n'y a pas d'ambiguïté. Ça veut dire que ici, rho phi, s'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est écrit rho 6 phi, c'est-à-dire rho cosinus phi plus j sinus phi. Bon, si j'ai pris j comme complexe, parce que j'avais pris i, c'est 6 avec un i. Voilà pour le petit résumé. Maintenant, j'espère que... voilà. Et à partir de là, je vais vous démontrer, enfin, je vais voir toutes comment on appelle ça, les propriétés des nombres complexes qu'on peut utiliser quand on fait des calculs. Voilà, je vous remercie beaucoup.